Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu plus cool que le reste de la semaine parce que déjà, comme vous pouvez le voir, je suis en peignoir et je suis tellement bien dans ce peignoir et puis il faut dire que je suis apprêté toute la semaine donc là j'avais envie de faire quelque chose de cool et puis j'avais aussi envie d'aborder un sujet quand même qui était cher à mon cœur, qui était important et peut-être que certains d'entre vous vivent aussi cette expérience et ne savent pas en parler, ne savent pas mettre des mots dessus, ne savent pas l'exprimer, ne savent peut-être pas se confier aussi parce que contrairement à ce qu'on peut croire dans ce milieu où tout le monde est super fier, tout le monde se revendique voyant, médium, sorcière, je sais pas quoi et tout, mais il y a plein de choses qui me chagrinent parce que malheureusement dans ce milieu peut-être plus que les autres il y a un taux de charlatanisme quand même qui est très très important. Des personnes parce que ça y est elles tirent 3 cartes, elles se prétendent voyantes, il y en a ça y est ils ont fait un grimoire donc ils sont sorciers. Non, il y a des choses qui ne s'improvisent pas puisque déjà pour moi c'est important de le dire et de le rappeler que l'ésotérisme, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est pas un truc dans lequel on se lance parce que la copine fait pareil, parce que ça va impressionner la voisine, parce que je vais me faire des sous en allant sur YouTube, je vais tirer des cartes, machin et tout. Non, c'est pas un job. Déjà, c'est pas un métier. Ça, c'est très important de le dire et de le rappeler. L'ésotérisme, c'est une branche spirituelle, c'est une foi avant tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes, qui croient en Dieu, qui croient en Marie, etc. C'est pas une mode, c'est pas une tendance, c'est leur conviction religieuse. Il y en a, ils sont bouddhistes, il y en a d'autres sont musulmans. C'est pas un job de croire. Et l'ésotérisme, c'est pareil, c'est pas un job non plus. C'est pas une mode, c'est pas une tendance. Excusez-moi, j'ai la voix qui est un peu enrouée, mais à force de parler toutes les semaines pendant 2 heures, j'ai la voix qui est un petit peu fatiguée. Et donc je vous disais que voilà, c'est pas une mode, c'est pas une tendance, hein. On ne se lance pas dans les choses juste parce que il y a plein de livres, il y a plein d'oracles, parce que c'est la mode en ce moment, hein. Ça fait environ 1 an et demi, 2 ans que tout ce qui a trait à l'ésotérisme a un engouement important, surtout depuis le confinement. Alors ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, beaucoup de personnes ne croient plus en l'église. C'est pas le fait, là je parle pas de ne pas croire en Dieu, je parle de l'église, des églises en règle générale. Les gens n'ont aujourd'hui plus confiance dans l'église, ne croient plus l'église, parce que faut aussi être honnête, hein, mais l'église a beaucoup menti sur les derniers siècles, depuis qu'elles sont instaurées, hein. Les religions sont des moi j'associe plutôt ça à la politique. Honnêtement, la religion aujourd'hui, je l'associe plus à la politique. Parce que c'est une histoire de gros sous, avant tout, hein, quand vous voyez des prêtres, des pasteurs, de n'importe quoi, qui prêchent un Jésus qui était pauvre, qui était simple, qui était ceci, qui était cela, alors que eux-mêmes, ils se vautrent dans l'opulence, dans l'or, dans les pierres précieuses, dans des vêtements de soie et compagnie. Voilà, il y a quand même un léger problème entre nous dire que Jésus était pauvre, il était simple, qu'il est né dans une étable au milieu d'une vache et d'un âne, et puis de l'autre côté vous avez l'église, hein, avec toutes leurs pierres précieuses, leur or et compagnie. Bon il y a un moment, il faut aussi être cohérent entre ce qu'on véhicule comme image et ce qu'on prêche, hein, voilà. Donc ce qui fait que au cours des années, les gens ont moins confiance en l'église, voire plus du tout.
Et certains d'entre vous, eh bien, vous cherchez votre voie. Alors le bouddhisme, oui, il y a peut-être des choses qui vous plaisent dedans, mais c'est pas forcément, c'est pas votre truc non plus. L'hindouisme non plus, le taoïsme non plus. Qu'est-ce que, il y en a tellement, il y a tellement de religions. Vous avez rien que dans la branche chrétienne, vous avez catholique, protestant, orthodoxe. Peut-être que vous avez fait les trois pour voir. Peut-être que vous êtes dirigé vers le judaïsme. Voilà, il y a vraiment plein de branches de religion qui existent et j'ai envie de dire, c'est à vous, c'est votre cheminement personnel que vous devez réaliser. Et pour l'ésotérisme, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est pas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose, parce que c'est tendance, on va s'y mettre. Vous pouvez faire un essai, vous pouvez tenter et voir qu'est-ce qui vous plaît, mais il faut que ça vous parle dans votre cœur avant tout. Dites-vous bien que c'est une voie spirituelle, c'est votre cheminement spirituel, c'est votre croyance, c'est votre conviction. On ne s'improvise pas à croire dans les éléments, on ne s'improvise pas à croire aux esprits, on ne s'improvise pas à croire aux pierres, on ne s'improvise pas à croire aux cartes, non, vraiment on ne s'improvise pas, c'est avant tout une foi, une conviction, hein. Je vais pas employer le mot religion parce que je déteste par-dessus tout le mot religion. Les religions ont été responsables d'énormément de guerres et de génocides au cours des siècles et ça continue encore aujourd'hui, donc la plupart des religions prônent l'amour, mais quand on sait les milliers, les millions de personnes qui ont été tuées au nom de ces religions, voilà. Donc c'est pour ça le mot religion, c'est vraiment le mot. Je crois que par rapport, vous savez, quand je vous dis les dons, etc., qu'il y a des mots que j'aime pas, mais religion, je crois, c'est le numéro 1. Juste après, ce serait les dons, le mot don. Donc voilà. Bon, pourquoi je vous fais cette vidéo? Vous l'aurez compris avec le titre de celle-ci, puisqu'on va parler d'être médium. Enfin, pareil, j'aime pas ce mot, mais bon, on va l'utiliser parce que si j'en utilise d'autres, peut-être que vous ne les comprendrez pas. Donc on va utiliser le terme médium tout le long de la vidéo. Mais voilà, j'aime pas ce terme non plus. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a un engouement qui se fait de plus en plus pour l'ésotérisme. C'est normal, hein, avec les confinements, etc. On se sent comme perdu, on sait plus, l'être humain a besoin de se rattacher à quelque chose. Il est comme ça, l'être humain est par nature spirituel et il a besoin de se rattacher à quelque chose de spirituel. Le problème, c'est quoi? À quoi? Et comme nous sommes baignés avec des séries Charmed, d'Harry Potter, Sabrina, etc., etc., on nous fait croire que la magie c'est cool et tout, c'est trop classe de combattre les démons, machin. Non, mais alors, non. Merci Hollywood, parce que dans la vraie vie, je vous garantis que c'est pas comme ça. Déjà, la vraie magie, ça n'a strictement, mais alors absolument rien à voir avec Charmed, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et tout ce que vous voulez, hein. Moi, personnellement, quand je fais ça, ça ne fige pas le temps. Quand je lance ma baguette, il n'y a pas un éclair qui sort. Donc, il y a beaucoup de choses déjà qui ne reflètent absolument pas Hollywood. Et mais bon, je pense que certains quand même savent faire la différence entre le réel et l'irréel. Mais quoique, il y a certaines personnes qui ne savent pas dissocier justement ce qu'elles voient et ne comprennent pas pourquoi c'est pas pareil dans la vraie vie et tentent de reproduire. Je me souviens, alors ça fait rire, non ça fait pas rire parce que c'est quand même un drame, mais j'avais entendu un fait divers il y a quelque temps déjà, hein, ça date pas d'hier, mais d'un jeune homme qui s'était acheté un imbus de 1000 dans une boutique Harry Potter et qui a ouvert la fenêtre de son appartement quand même. Il vivait, je sais plus à combien, je crois au 5, 6e étage, quelque chose comme ça. Je vous laisse deviner la suite, hein. Il a voulu tester si le balai fonctionnait, voilà. Donc non, c'est pas drôle, c'est un drame avant tout, mais voilà, pour vous faire comprendre qu'il y en a, malheureusement, les connexions là-haut, elles sont pas toutes faites, et certaines personnes ont du mal à dissocier l'aspect réel de l'aspect des films. C'est pour ça que je vous dis souvent dans les vidéos le pouvoir de la virtualité. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la virtualité, parce que notre cerveau, notre société nous formate à des idées, nous formate à des clichés et à des choses qui semblent être normales et réelles alors qu'elles ne le sont absolument pas, ou déforme le réel pour en faire des réalités parallèles. Pareil, hein, ça ne reflète absolument pas la réalité. Et le but de cette vidéo, c'est pas pour... alors je ne prétends pas avoir la vérité, comme je vous le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. À chaque fois, tout ce que je vous apporte, tout ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité, hein, qu'on soit bien d'accord. Et moi, j'avais envie de vous partager mon expérience en tant que médium.
Même, bon, je vais pas le dire à chaque fois que j'aime pas ce mot, vous l'aurez compris. Parce que pour moi c'est important et je crois pas vous avoir fait une vidéo, je vous ai fait des vidéos qui parlaient du spiritisme, je vous donnais mon avis sur le spiritisme, je vous parlais des esprits, je vous ai parlé de mes histoires de fantômes. D'ailleurs si vous voulez que je vous refasse les vidéos, mes histoires de fantômes, que je les actualise, ce sera avec plaisir que je vous en reparlerai aussi. Mais je crois pas, je vous avais fait faire aussi des exercices pour détecter si vous étiez médium, enfin si vous aviez peut-être des prédispositions à être médium. Mais je crois pas vous avoir fait une vraie vidéo où je vous confie, où vraiment je vous parle, je vous parle de ça. Alors, moi mon expérience de médium, il y a déjà quelque chose que j'aimerais rectifier tout de suite, c'est que je ne comprends pas les personnes qui s'en vantent. C'est-à-dire que depuis quelque temps, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, le nombre de voyants et de médiums que je vois, mais c'est extraordinaire en fait. Tout le monde est voyant, tout le monde est médium. C'est incroyable. Bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Et autre chose qui me gêne, c'est cette propension à s'en vanter. On est fier d'être médium. Et limite, si vous n'êtes pas médium, eh bien c'est vous qui êtes anormal. Alors on va remettre les points sur les i, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui ont une vraie connexion avec ce monde-là, d'une part sont rares, les vrais, je parle des vraies personnes qui ont une vraie connexion, qui ont eu des manifestations psychiques, physiques, télékinésiques dans leur vie, des expériences inexplicables qu'on associe au surnaturel, au paranormal. Des personnes qui ont déjà eu des effets, des choses concrètes, c'est-à-dire elles reçoivent un message, elles travaillent sur le message et elles découvrent qu'il y a une vérité derrière ce message. Ou comme là récemment, il y a quelques semaines, j'ai découvert une chaîne YouTube que je vous recommande absolument parce que je la trouve géniale. C'est Cocktail de frissons. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. C'est une chaîne qui propose en fait plein de petites vidéos surnaturelles. Alors il y a des choses, faut en prendre, faut en laisser, mais il y a des choses quand même qui me laissent assez perplexe parce que voilà, faut savoir déjà qu'un vrai médium, il doit avant tout se définir comme un scientifique et il doit avoir l'esprit critique et scientifique. C'est super important. Pourquoi ? Parce que une personne qui est connectée avec ce monde-là, elle va avoir tendance à vivre que dans ce monde et à être déconnectée de tout le reste. Et souvent, les très rares personnes avec qui j'ai discuté qui avaient cette même faculté, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on est connecté entre deux mondes et souvent on vit des espèces de crises d'identité parce qu'on ne sait plus en fait où est-ce qu'on est. On n'arrive plus à se situer dans quel monde. Soit on est dans le réel, mais la vie réelle ne nous plaît pas parce que ça reflète pas ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et en même temps, on n'est pas non plus dans le monde des morts parce que nous on est vivants et souvent on a des périodes de nostalgie, de mélancolie, de tristesse, voire de petites dépressions parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à se situer dans quel monde on est et on a beaucoup de mal à se matérialiser dans un monde. On a beaucoup de mal. Et c'est normal en tant que vecteur et en tant que porte, c'est compliqué effectivement de se situer dans quelque chose. Et pour la plupart, donc comme je l'ai dit, les très rares personnes avec qui j'ai discuté qui ont cette faculté, tous, et c'est ça qui m'a rassuré, c'est que tous, sans aucune exception, m'ont tous confié que c'était plus traumatisant que véritablement un plaisir d'être médium. Voilà pourquoi j'ai énormément de mal avec les personnes qui se revendiquent de but en blanc d'entrée. Moi je suis médium dans la vie, d'accord, ok, alors je t'explique, médium déjà c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un destin, c'est comme les sœurs Halliwell, c'est une destinée, c'est quelque chose, on a été amené sur terre pour faire quelque chose, donc c'est pas un métier, donc je vois pas pourquoi tu t'en vantes déjà, cocotte ou coco. Et puis médium, je sais pas, tu l'as déclaré à l'URSSAF, comment tu t'es inscrite médium, ça fonctionne comment, du coup tes rentrées d'argent, c'est par tête d'esprit, non, donc déjà il y a des choses qui me dérangent quand quelqu'un se revendique en tant que médium, parce que d'une part c'est pas quelque chose dont on a envie d'en parler. Moi je vous en parle parce que j'ai ma chaîne, mais vous m'auriez rencontré dans la vraie vie, si vous me rencontrez dans la vraie vie, bon évidemment vous le saurez maintenant, mais je veux dire, quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est pas le premier truc que je vais lui dire. Hey salut, je m'appelle Jonathan, en fait je suis médium.
Non, absolument pas. Au contraire, c'est quelque chose dont je ne vais absolument pas parler. Et à choisir dans les thèmes de discussion, ça sera l'un des thèmes, les derniers que j'évoquerai, parce que non, c'est plus traumatisant qu'autre chose. Et je vais un petit peu vous expliquer ce que moi je vis. Et croyez-moi qu'il y a pas de quoi s'en vanter en fait. Je comprends pas cet aspect de le mettre en avant, comme si ces personnes-là souffraient d'ego et qu'elles aient besoin de se mettre en avant, de se revendiquer quelque chose pour être reconnues ou respectées. Non, écoutez, si vous avez un problème avec votre ego et que vous avez besoin d'être respecté, lancez-vous dans autre chose. Devenez artiste peintre, vous aurez peut-être plus de considération et de reconnaissance en tant qu'artiste peintre, artiste photographe ou je ne sais quoi, que en tant que médium, parce que au contraire, vous allez vous revendiquer médium, vous allez plus passer pour un fêlé et un gros charlatan de base que véritablement autre chose. Hein. C'est pour ça, il y a des choses, voilà, bon, bref, je suis pas là pour polémiquer, mais quand même un petit peu. Et donc comme je vous le disais, c'est une expérience qui est traumatisante parce que moi ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé très jeune, vraiment très jeune. En principe, la médiumnité, je dis bien en principe parce que c'est pas une généralité, c'est au cas par cas, vraiment au cas par cas. Pour chaque personne, l'expérience sera complètement différente. Il n'y aura pas une seule expérience similaire. Alors oui, on trouvera certaines similitudes, mais en revanche, c'est vraiment au cas par cas. Pour ma part, moi ça a commencé, j'étais très jeune, vraiment très jeune, puisque j'avais 7 ans la première fois quand ça s'est passé, et j'ai eu une silhouette qui est apparue devant moi au pied de mon lit dans ma chambre, et quand je vous dis une silhouette, je ne rêvais pas, qu'on soit bien d'accord, c'était une silhouette que je pouvais sentir, que je pouvais voir, que ma mère a vu aussi, parce que il faut savoir, je vous l'avais raconté déjà dans mon histoire de fantôme, mais ma mère, un jour, elle arrive dans ma chambre et elle m'a trouvé blottie contre la porte parce que j'avais été terrifié par quelque chose. Et avant qu'elle me trouve derrière la porte, quand elle est rentrée dans ma chambre, elle a vu cette silhouette qui se tenait dans un angle de ma chambre. Donc je peux vous dire que c'était une silhouette qui était visible par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des facultés pour la voir. Non, on parle de vraies manifestations, pour le coup, dignes de films d'horreur, là, en revanche. Et donc ça a commencé comme ça. Bon, entre-temps, il s'était passé d'autres choses. Si vous êtes curieux, allez voir ma playlist je sais plus dans quoi j'ai classé, je crois c'est spiritisme. Vous allez voir mes histoires de fantômes. Voilà, tout simplement. Donc ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit j'ai fait un cheminement. Bon quand vous êtes gamin, que vous voyez ça à 7 ans, je peux vous dire que ça m'a vraiment traumatisé. Parce que là c'est pareil dans les films d'horreur quand je vois souvent la blonde, le cliché de la blonde, qui hurle, qui court partout. Non, alors pour ceux qui ont vraiment eu peur dans leur vie, la vraie peur, vous pouvez le dire en commentaire, vous êtes témoin que lorsque vous vivez une peur réelle, vous êtes incapable de parler, vous êtes incapable de crier, vous êtes incapable de bouger, vous avez vos yeux qui sont incapables de se fermer parce que vous êtes obnubilé par ce que vous regardez et vous ne pouvez pas décrocher, et surtout vous êtes incapable de sortir le moindre son de votre bouche. Donc c'est pareil dans les films d'horreur, quand vous les voyez crier, hurler, courir, machin... Mais non, quand on a vraiment peur, je vous garantis que vous êtes tétanisé et que, surtout dans ce milieu-là, parce qu'à la rigueur, quand vous avez un psychopathe qui arrive avec une tronçonneuse, oui, le premier réflexe, ça va être de s'enfuir. Mais quand là, le cerveau humain, il n'est pas habitué à vivre des choses extraordinaires. Pour lui, tout doit être pragmatique, tout doit être concret, tout doit être logique, tout doit être mathématique. Donc tout ce qu'il ne comprend pas, le cerveau, en fait, ça lui fait un bug, il crache, voilà, comme un PC, il va cracher. Donc ce qui fait que c'est pour ça que vous n'avez pas de réaction, parce que votre cerveau il marche plus au moment où vous vivez quelque chose qu'il ne comprend pas, quelque chose qui est trop fort à analyser ou qui dépasse l'entendement humain, et votre cerveau il va cracher et du coup vous n'avez aucune réaction. Là c'est, j'ai envie de dire, une réaction neurologique, il n'y a rien de magique là-dedans. Et puis après, donc j'ai commencé à faire mon petit bonhomme de chemin, et puis quand j'ai commencé à grandir, qu'on a changé de maison, on a réatterri dans une maison qui... je pense c'était la pire de toutes les expériences que j'ai pu vivre. Allez voir mes vidéos Histoire de fantômes pour comprendre. Et c'est là où vraiment j'ai eu une sorte de déclic, où j'ai commencé à chercher des réponses. J'avais besoin de réponses. Pourquoi est-ce qu'on vivait ça? Pourquoi nous? Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Et donc j'ai commencé, j'avais 12-13 ans, et j'ai commencé avec les cartes, ça je vous le dis souvent, avec le dessin animé
Card Captor Sakura où j'étais tombé amoureux de son jeu de cartes. Donc du coup, je m'étais procuré un jeu de cartes. Enfin, ça a été mon cadeau de Noël, puisqu'à l'époque c'était très cher en plus. Les cartes de Clos, elles étaient à plus de 60 € à l'époque. C'était un coffret, c'était un goodies à la base qu'on ne trouvait pas dans les magasins. Fallait déjà le commander sur un catalogue. Eh oui, moi à l'époque il n'y avait pas internet, on commandait sur des catalogues. Pour les fœtus, pareil, demandez à vos parents, ils vous expliqueront le principe de commander quand il n'y avait pas internet. Et donc on commandait sur des catalogues et ma maman elle m'avait fait un beau cadeau parce que 60 € c'était beaucoup d'argent, surtout à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et donc j'avais commencé avec ces cartes là, je m'essayais à la divination. Alors c'était pas très au point, bien évidemment, j'avais 13 ans, soyez indulgents quand même. Mais voilà, je commençais à chercher des réponses et entre temps aussi je me suis lancé dans la religion et je voulais aussi trouver des réponses d'autres personnes. Donc comme nous sommes de confession protestante, enfin on a tout dans la famille. Côté grec, bien sûr on a des orthodoxes. Côté allemand, on a des protestants et côté de ma famille paternelle, on a catholique. Donc vous voyez, nous on regroupe toutes les formes de religion chrétienne dans la famille puisqu'on a les 3 branches. Donc du coup, je suis allé voir dans les 3 branches pour essayer de trouver des réponses. Bon, problème, c'est qu'aucune des religions ne m'a apporté des réponses. Elles m'en ont apporté certaines, mais en fait, elles m'ont plus fait poser des questions que véritablement apporter des réponses. Et donc, toutes ces questions en tête, parce que les réponses que moi j'avais, personne ne m'y avait répondu, puisqu'on me disait non, ça c'est le royaume de Dieu, il faut pas toucher les morts, tout est interdit, puis en plus il y a des choses tellement contradictoires dans la Bible, parce que vous avez dans l'évangile de Matthieu, tu ne laisseras point vivre la magicienne, et puis vous avez Jésus qui nous dit que Dieu nous a offert des dons, qu'il faut aller prophétiser en son nom. Vous m'excusez, mais prophétiser pour moi c'est pas à double sens, quand on prophétise, c'est qu'on donne des prophéties, donc qu'on a des dons, des capacités psychiques à pouvoir voir l'avenir, à pouvoir percevoir les choses. Donc d'un côté, on nous dit dans la Bible que non, c'est péché, on va en enfer si on touche à ça. Et puis de l'autre côté, vous avez Dieu lui-même qui nous dit que si, c'est des dons qu'il nous a offerts. Donc bon, il y a un moment, voilà, c'est pour ça que les religions ne m'ont pas aidé, parce que ça m'a plus posé d'interrogations, et je vous parle même pas quand j'ai lu la Bible. Alors pareil, les Bibles, il y en a plusieurs, faut le savoir. Vous avez la Bible de Jérusalem, principalement trouvée dans la religion chrétienne. Vous avez la Sainte Bible classique qu'on retrouve dans la religion protestante. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est les mêmes. Alors c'est censé être la même Bible, puisque la Bible descend normalement de la Torah. Donc c'est censé être la même Bible, et pourtant on trouve pas la même chose. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les catholiques et les protestants, ils vénèrent le même Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'entendre et ils n'ont pas la même Bible? Je sais pas, truc que je comprends pas, mais bon. Attention, je ne me moque pas, qu'on soit bien d'accord, mais faut pas oublier quelque chose, c'est que les religions ont été inventées par les hommes. Dieu n'a jamais voulu de religion. D'ailleurs, quand on lit les textes, quand on lit par exemple ce que Jésus a fait au temple, qu'il avait viré tous les marchands du temple, etc. Jésus lui-même, Dieu en personne, est contre les religions parce que ça divise l'homme, ça crée des conflits, alors que Dieu au contraire n'est qu'amour et union. Donc je ne me moque aucunement de l'Esprit Saint, je me moque entre guillemets des religions que l'homme a créées et de tous les conflits qu'il a créés. Donc bref, mais là aussi c'est pas le thème, on s'en fiche. Et donc, quand je lisais mes Bibles, il y avait tellement de choses qui me paraissaient pas logiques, comme par exemple, la première question que je me suis posée, c'est dans la Genèse, tout simplement, quand on arrive au passage de Adam et Ève, donc c'est Genèse chapitre 3, je crois en plus, c'est tout de suite au début. Premier truc que je lis, donc Dieu qui fait même pas une vraie femme, puisqu'il prend une côte, un morceau de Adam pour faire Ève, et là on a Adam qui se tourne vers Ève et qui lui dit, tu seras cette fois-ci femme de ma chair et compagnie. Quand j'ai vu le cette fois-ci, je me suis dit quoi cette fois-ci? Ça veut dire qu'il y en a eu une autre avant, sinon Adam ne dirait pas cette fois-ci. Surtout que ce soit prêtre ou pasteur, il me disait bien, Jonathan, tout ce qui a écrit dans la Bible, tu le prends comme argent comptant. Ok, pas de problème. Sauf que moi j'ai appris le français, je sais lire, et quand je lis dans une phrase, tu seras cette fois-ci, ça veut dire qu'il y en a eu une autre avant. Bon, première question que je pose à mon pasteur, et là je le vois se décomposer, mais vraiment, il devenait complètement livide. Je me suis dit, apparemment c'était pas une question qu'il fallait poser.
Et comme ça, et comme je suis quelqu'un de très curieux par nature, j'ai posé énormément de questions à tel point que je commençais à ébranler la tranquillité de la communauté, voyez-vous. Donc on m'a fait gentiment comprendre que il faudrait que je quitte les lieux. Donc c'est comme ça que j'ai été chassé des églises parce que je suis désolé, moi je ne suis pas un sot, je ne suis pas un mouton et j'ai des questions et j'aimerais bien qu'on y réponde. Donc les religions répondent pas à mes questions. Très bien, je vais aller ailleurs du coup. Donc j'ai commencé à étudier le bouddhisme, le taoïsme. Alors il y avait des choses qui me convenaient dans le bouddhisme et dans le taoïsme, pas tout, mais quand même il y avait beaucoup de choses qui me parlaient bien, mais qui répondaient pas à mes questions. C'est-à-dire que j'ai commencé à étudier les vies antérieures, comprendre le cycle de la mort autre que chrétien, parce que nous on a une vision de la mort qui est très arrêtée. Hein. Chez nous, les occidentaux, la mort c'est la fin de la vie et soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Point barre. c'est très voilà. Que quand on regarde d'autres cultures, c'est très différent. La perception de la mort est très très différente puisqu'on a des cycles de réincarnation. L'âme peut être tourmentée, elle peut partir dans des lieux en attendant de partir ailleurs, etc. Certaines peuvent être rattachées à certaines affaires qui sont en cours, qu'elles n'ont pas pu terminer. En fonction de votre karma, soit vous serez réincarné de façon lumineuse ou au contraire, vous connaîtrez un châtiment. Bref, et ça déjà, ça me parlait bien mieux. Et dans mon cœur, j'avais l'impression que ça correspondait mieux à ce que moi, j'avais vécu en termes d'expérience surnaturelle, puisque moi, j'avais les preuves qu'il y avait autre chose dans la vie, après la mort. On partait pas dans un pré avec des chérubins ou dans une grotte enflammée avec un bouc. Non, pour moi, j'avais la preuve que ce que j'avais vécu, c'était pas deux extrêmes, qu'il y avait un entre-deux, il y avait quelque chose au milieu. Donc du coup, le bouddhisme et le taoïsme, ça me parlait bien parce qu'il y avait cet entre-deux mondes justement. Mais il y avait d'autres choses qui me parlaient un petit peu moins. Bon, en même temps, je vous rappelle, à l'époque, je devais avoir 15-16 ans, donc il y avait des choses qui, c'est normal, ça me parlait, d'autres qui me parlaient moins, mais c'était plus par manque d'expérience et dû à mon jeune âge. Et puis après, j'ai commencé à étudier d'autres religions, d'autres formes de culture, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à la sorcellerie grâce à quelque chose qui, encore une fois, quelque part m'a mis sur la voie, puisqu'il s'agissait de la série Charmed. Et là, enfin, je découvrais une nouvelle voie. Je découvrais quelque chose qui me plaisait, qui me parlait. C'est quoi ce vieux grimoire tout poussiéreux? Et ces bougies, et la tamée, et le calice, et on mélange des trucs pas très propres, et ça fait un truc. J'étais émerveillé devant Charmed, dans le sens où j'adorais quand les sœurs faisaient leur rituel, qu'elles sortaient tous leurs accessoires, etc., puis cette ambiance. Et puis, ça va peut-être vous faire rire, mais Charmed m'a appris beaucoup de choses et parce qu'il faut savoir que les 3 premières saisons de Charmed reposent vraiment sur la Wicca. Toutes les premières saisons avec Prue reposent vraiment sur de la Wicca, sur des vraies choses. Par exemple, les démons qu'on retrouve dans les 3 premières saisons sont des démons qui existent. Par exemple, Shax est un vrai démon, Abraxas est un vrai démon. Il y a beaucoup comme ça de noms de démons qu'on retrouve dans Charmed, mais qui sont vrais, qui sont de vrais démons. Et les rituels Wicca, etc., pareil, ce sont aussi des vrais rituels. Donc Charmed, pour ça, je remercie parce que c'est ça aussi qui m'a mis sur la voie. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de me lancer en autodidacte, de m'auto-initier dans la magie, de créer mon propre grimoire, etc., d'expérimenter, de faire les choses. Surtout qu'à mon époque, je vous rappelle qu'Internet n'était absolument pas démocratisé. Ça coûtait très cher à l'époque Internet puisqu'il fallait prendre un abonnement téléphone, il fallait acheter un PC qui était excessivement cher pour l'époque. Ma maman, elle avait clairement pas les moyens puisque je vais pas vous reparler toute ma vie, mais bref. Donc Internet et PC, c'était juste pas possible. Moi, le seul Internet où je pouvais y avoir accès, c'était au CDI au collège. C'est tout. entre deux pauses, entre deux cours. Donc ce qui fait que j'avais pas moyen de recherche. Moi, j'avais rien. Surtout que en plus je vivais à la campagne. Mais quand je vous dis à la campagne. C'est même pas la campagne là, à ce stade là, c'est je sais pas, c'est un trou paumé. Imaginez un adolescent de 15 ans qui vit dans un trou paumé, sans ordinateur, sans rien du tout, pour faire des recherches, c'est compliqué quand même. Il y a plus de 20 ans en arrière, on va remettre les choses aussi dans le contexte.
Donc voilà, je suis là et Charm m'apportait vraiment certaines réponses. Donc du coup, je copiais un peu ce que les sœurs Ayalou elles faisaient. Donc j'essayais leur sort, je voyais que ça fonctionnait pas, donc je les modifiais, j'essayais autre chose, etc., etc. Puis jusqu'à faire mon petit cheminement. Donc je continuais aussi mes cartes à côté et c'est comme ça que je me suis fait au fur et à mesure. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'à partir du collège, je me suis inscrit dans une classe de latin et j'ai adoré faire ça. Vraiment, j'ai adoré le latin. J'ai appris énormément de choses puisqu'en plus, on avait une prof, Madame Beyeler. Je sais pas si un jour vous passerez sur ma chaîne, mais merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Madame Beyeler, c'était une femme incroyable. En plus, elle était d'origine asiatique. J'adorais cette femme. Elle s'occupait de la classe théâtre. Elle était prof de français et elle était prof de latin. Mais je vous jure, je la kiffais, cette petite madame. Elle était géniale, elle était trop drôle, elle était super gentille et puis elle était passionnée, le type de professeur que j'adore parce qu'elle était passionnée et tout ce dont elle parlait, on sentait que c'était par passion qu'elle le faisait, quoi. Pas parce que c'était son métier, mais parce que c'était sa passion. Et du coup, elle m'a fait découvrir le latin et ça a été extraordinaire parce qu'on a visité des sites gallo-romains, que ce soit à Lyon et plein d'autres endroits. Je suis parti en Italie, j'ai vraiment fait plein de pays et je me suis passionné. Et en plus, entre-temps, mon autre passion, vous le savez, c'est les jeux vidéo et entre-temps, je faisais la rencontre d'une autre femme qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, une femme virtuelle cette fois-ci. Il s'agit donc de Lara Croft, de l'héroïne des jeux et des films Tomb Raider. Et faut pas croire, encore une fois, je le redis, le pouvoir du virtuel peut changer réellement votre vie. Parce que dans cette femme, dans cette héroïne, dans cette aventurière qui part à la recherche de reliques dans des temples, qui résout des énigmes, etc. Je sais pas, je voyais en plus dans son caractère quelqu'un de fort, de déterminé, vraiment, je suis tombé amoureux de cette femme et encore aujourd'hui, Lara Croft, c'est mon icône. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais aussi suivre les traces de Lara Croft et par conséquent, je me suis passionné pour l'archéologie, pour les cultures anciennes, pour les langues étrangères. C'est aussi pour ça que je parle plusieurs langues, c'est aussi pour ça que j'ai voyagé dans plusieurs pays, c'est pour ça que je connais tant de choses sur les cultures étrangères parce que je suis passionné par ça. Et c'est super intéressant parce que ça vient complémenter. Ça se dit? Non, ça se dit pas complémenter. C'est pas grave, c'est un nouveau mot fantabuleux. Ça vient complémenter, tout l'aspect de magie, de spiritualité, etc. Parce que ce que je trouve extraordinaire dans la spiritualité, c'est cette facilité et cette possibilité de pouvoir mixer des mythes, de pouvoir mixer plein de choses qui sont issues de différentes cultures pour en faire votre propre cocktail à vous et composer avec des choses qui vous plaisent. Par exemple, il y a des choses dans la culture bouddhiste qui me plaît beaucoup, des choses que j'ai prises. Il y a des choses dans la culture amérindienne qui me plaît beaucoup, j'ai pris ce qui me prenait et je me le suis mis pour moi. Il y a des choses, vous avez compris le principe, voilà, c'est un petit peu à la carte, genre vous avez un grand banquet qui est devant vous, vous avez une grosse assiette et là, vous composez votre religion, votre spiritualité à la carte, voilà, avec tout ce qui vous plaît, pouf, vous faites votre assiette, ce qui fait que mon assiette ne correspondra jamais à l'assiette du voisin. Voilà, concrètement, c'est juste impossible. Et donc quand même tout ça pour en revenir au médium. Vous avez vu un peu quand même partout par quoi je suis passé pour en arriver à là. Et en fait, pourquoi je suis arrivé, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'était on était au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Je faisais pas de passerelle à me dire tiens c'est quand même curieux. À chaque fois qu'on déménage, on arrive toujours dans un lieu qui est hanté. Je faisais aucune passerelle. Pour moi, c'était de la malchance, tout simplement. Et puis il y a un jour où on a vécu un drame dans la famille, une tragédie plutôt, puisque ma maman a appris certaines révélations venant de la famille et des révélations qui étaient très importantes parce que ma maman arrivait à la veille de ses 60 ans et elle a appris que ses parents n'étaient pas ses parents. Bref, je vais pas épiloguer, c'est un sujet très complexe. Je vous en parlerai peut-être un jour. D'ailleurs, à ce propos, ma maman a écrit un livre. Si vous êtes intéressé, il y a possibilité de pouvoir vous fournir le livre si vous êtes intéressé. Et dedans, vous avez toute l'histoire. Si vous êtes curieux, voilà, vous avez toute l'histoire. Et donc, comme je voyais ma maman qui était complètement anéantie, alors moi, ça me touchait moins. C'est triste quand même de dire ça, mais à part ma maman, j'ai jamais eu personne dans ma vie en termes de famille. Donc,
j'ai pas ressenti un manque parce que quelque chose que vous n'avez jamais connu, ça peut pas vous manquer. Je vais vous prendre un exemple très concret. Est-ce que, pour ceux qui ne fument pas, est-ce que la cigarette vous manque? Bah non, vous n'êtes pas fumeur. Donc pourquoi la cigarette vous manquerait? Bah moi c'est le même principe. Comme je n'ai jamais eu de famille, ça peut pas me manquer vu que je sais pas ce que c'est de toute façon. Donc je risque pas que ça me manque. Mais comme je voyais ma maman qui était énormément affectée, qui passait ses journées à pleurer, parce que c'est dur quand même, vous vous rendez compte, à 60 ans vous découvrez que vous êtes une bâtarde, que vous savez même pas de qui vous venez, et que toute votre vie a été basée et calquée sur des mensonges, et qu'en plus ces mêmes personnes vous ont rejeté de leur vie en vous traitant de tous les maux, alors qu'elles-mêmes ont fait pire que ce que vous étiez accusé, c'est dur quand même, hein, c'est très dur. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et le problème, c'est que, comme vous le savez, donc on est allemand et automatiquement, là je parle de mes grands-parents, donc ça veut dire qu'il y a des histoires de guerre, et qui dit guerre, eh bien dit secret d'État, etc. Donc ce qui fait que ma maman n'avait pas accès aux papiers, n'avait pas accès aux démarches, puisque pour la plupart des choses c'était classé et elle avait accès à rien. Et encore aujourd'hui, ça fait presque 10 ans, la situation n'a toujours pas évolué. Donc d'ailleurs, j'en appelle à votre aide, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, je sais pas, qui est généalogiste, ça se dit pas non plus, c'est pas grave, c'est un mot fantabuleux, ou s'il y a quelqu'un qui est calé dans le milieu administratif, je veux bien un petit coup de main, parce que franchement là ça devient difficile. Surtout que du coup on jongle entre Allemagne et France, tout est bloqué, en plus à l'époque l'Allemagne était gérée par la Russie, donc non seulement c'est bloqué en Allemagne, mais il y a des choses qui sont bloquées en Russie, donc autant vous dire que ça devient très compliqué après pour faire des recherches quand même. Donc je me suis dit, le peu de vivants qui restent ne veulent pas répondre aux questions, puisque les vivants ne veulent pas parler, interrogeons les morts. Bravo Jonathan, t'as une brillante idée ce genre-là en faisant ça. Donc je contacte une amie que je considère comme une sœur de cœur aussi, qui habite à Nantes. D'ailleurs, Lane, si tu passes par là, je te fais tout plein de gros bisous. Donc je contacte mon ami et puis je lui parle un petit peu de la situation et je lui dis est-ce qu'il y aurait moyen, en plus Noël arrivait, je lui disais est-ce qu'il y aurait moyen que tu puisses venir à la maison, passer 2-3 jours, une petite semaine, j'ai besoin de toi. Mais je lui avais pas expliqué pourquoi en fait. Donc elle me dit écoute oui pas de souci, je viens, voilà, donc elle vient et puis c'est le jour où elle vient que je la mets un petit peu au pied du mur en lui disant voilà, je t'ai fait venir par intérêt. Non, c'était par plaisir avant tout, mais j'avoue qu'il y a un petit intérêt derrière, puisque Lane, c'est une vraie sorcière qui est vraiment connectée avec ce milieu-là. Son papa aussi est connecté avec ce milieu-là, donc en faisant appel à Lane, je savais que je bénéficierais de l'appui de quelqu'un d'officiel, de quelqu'un qui était dedans. Et donc je lui fais part de mon problème et là j'ai vu qu'elle avait un petit peu tilté. Elle était partante, mais on sentait qu'elle était réticente. Et moi je ne savais pas encore pourquoi. Vous allez comprendre aussi après. Donc on commence à préparer notre séance, tout ça, dès le premier soir en plus, j'ai même pas attendu qu'elle vienne, on n'a même pas passé une petite soirée, non, dès le premier soir, allez hop, on perd pas de temps. Donc dès le premier soir, on prépare notre séance de communication, moi loin, mais très loin d'imaginer ce qui allait m'arriver dans quelques minutes. Donc on lance notre séance de communication et puis je voyais que Lane était sur la réserve. À chaque fois les mots elle les chuchotait vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et il y a un moment donc j'ouvre les yeux et je dis bon écoute Lane, fais-le comme il faut, fais-le pour de vrai. Et elle me regarde, elle me dit t'es sûr? Et toute la journée, elle m'avait rappelé comme ça, t'es sûr de ce que tu veux faire, voilà. Comme pour me dire, t'es conscient, t'es sûr, Et moi, dans mon inconscience, je me disais, oui, je suis sûr. Mais je comprenais pas en fait qu'il y avait un message caché derrière ça, parce que elle, visiblement, avait certaines connaissances sur moi que moi je n'avais pas encore, et du coup, elle me faisait comprendre que je risquais quelque chose à vouloir faire ça. Mais moi, je voyais que ma maman qui pleurait, je voyais que la peine, et pour le coup, en plus, ça je vous l'ai toujours dit, quand vous êtes amené à faire des communications spirituelles, il faut que vous ayez un bon prétexte. Et là, franchement, je pouvais pas avoir un meilleur prétexte. Ma maman qui était anéantie, des réponses qu'il fallait obtenir, il n'y avait plus de vivants pour dire ces réponses-là, et tous ceux qui possédaient ces réponses étaient décédés. Donc là, pour le coup, on peut pas mieux faire en termes de bons prétextes, de bons sujets.
Donc moi j'étais confiant, j'avais pas peur, hein, et j'ai pas eu de raison d'avoir peur parce que ça s'est bien passé sur la forme, c'est sur le fond, ou plutôt l'inverse. Sur le fond ça s'est bien passé, sur la forme ça s'est très mal passé. J'en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça a été une expérience particulièrement traumatisante, et je vais vous en expliquer après. Donc on fait notre séance, et puis là au moment où je lui dis Lane, fais-le comme il faut, fais-le pour de vrai, elle me dit bon ben je t'aurais averti. Et là quand elle m'a dit ça, je me suis dit oula, trop tard. Donc bon, on se remet dans notre truc et elle a même pas eu le temps de prononcer la phrase complète en disant y a-t-il quelqu'un. Non, elle a même pas eu le temps. Juste les premiers mots et en même temps. Donc je tiens quand même à préciser, Lane était à ma gauche là, à 90 degrés. On ne se regardait pas, on ne se touchait pas. On avait les yeux fermés. Donc en termes de synchronicité, c'était impossible de faire. Donc au moment où elle dit ça, on a été projeté en avant, mais quand je dis projeté, c'est vraiment comme si on nous avait poussé de l'avant. Et je me suis entendu vomir, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça, je me suis entendu vomir un cri, un truc qui vraiment sortait de dedans moi, comme quelque chose qui me traversait. Enfin, regardez, d'en parler, regardez, ça me fait la chair de poule, donc pour vous dire que je ne vous mens pas. Et vraiment, voilà, c'est pour ça que je prends le mot vomir, parce que je trouve que c'est vraiment, ça sortait comme ça de l'intérieur. Et là, une catastrophe derrière, une catastrophe. Parce que je me suis mis à voir plein de choses. Peu importe que je fermais les yeux, que je les gardais ouverts, je voyais des silhouettes partout, j'entendais plein de choses, je voyais des prénoms qui arrivaient dans tous les sens. Bref, ça a été infernal. Je me suis mis à pleurer. Vous pourriez demander à Lane, j'étais inconsolable. Mais quand je vous dis inconsolable, je sais pas moi, on aurait tué Angel, on aurait tué ma mère, j'aurais pas pleuré autant, pour vous dire. Hein. Ah non, j'étais vraiment inconsolable, à pleurer à chaudes larmes, à pas réussir. Mais j'arrivais même plus à respirer en fait, ça pleurait, c'est un torrent d'émotions que je ne maîtrisais absolument pas. Et toujours pareil, avoir des silhouettes, des ceci, des cela, partout, absolument partout. Et il y a un moment où je vois une scène particulière, une scène que je ne dirai pas, que je ne tairai, parce que c'est, voilà, ça regarde pas internet. Mais voilà, je vois une scène, je vois quelque chose et je décris ce que je suis en train de voir. Parce que là, il me dit, mais qu'est-ce que tu vois? Et là, je lui décris donc cette scène. Et elle se met à pleurer à son tour, me confiant du coup quelque chose que je n'étais pas censé savoir, que personne ne savait, mais que je venais de lui décrire dans les moindres détails, avec le prénom, tout, absolument tout. Et c'est là que, donc du coup moi ça m'a pas rassuré, parce que ça a fini de me traumatiser dans le sens de me dire mais comment t'as pu le savoir, comment t'as pu le voir, surtout qu'on venait de me le montrer, mais je venais de le voir comme un film, vraiment comme un film, c'est-à-dire que vous m'auriez mis le film sur un écran, je suis en train de regarder, c'était pareil, sauf que c'était pas comme un film parce que je le voyais en tant que spectateur, mais j'étais dedans en même temps, hein. C'était assez bizarre, parce que ce qui fait que je ressentais aussi les émotions de ce que je voyais, donc c'était vraiment perturbant. Et là, pendant environ une bonne semaine, je ne vous mens pas les amis, pendant une bonne semaine, j'ai vécu dans le noir complet. Donc là, il est resté quelques jours. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je ne me souviens absolument pas en fait de son séjour. Je me souviens qu'on est resté très silencieux, on avait été perturbés tous les deux par ce qui venait de se passer. Et puis, je vous ai pas tout raconté, mais là, quand j'ai vécu cette expérience, durant toute la soirée, on n'a pas été seul, mais vraiment, on sentait des présences, mais qui étaient là, hein. C'est-à-dire que je suis sûr, on aurait jeté de la farine dans l'air, ça aurait dessiné des silhouettes, parce que vraiment, on sentait qu'il y avait des gens, avec nous. Et je me souviens même pas en fait de son séjour, parce que je me souviens que j'étais dans mon monde, j'étais dans ma bulle, j'étais vraiment déconnecté de la réalité. J'étais dans une tristesse mais inqualifiable. Je sais pas, imaginez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Imaginez que dans la même journée, vous perdiez votre travail, vous perdez votre maison, vous perdez votre mari, vous perdez vos enfants, vous perdez votre famille, vous perdez tout. Voilà, tout en une seule journée. Et imaginez le niveau de tristesse dans lequel vous seriez, à la limite du suicide. Et voilà, j'étais comme ça. J'étais exactement dans cet état-là. Et s'en est suivi environ pendant une bonne semaine, toujours à voir des silhouettes, des prénoms, des personnes. Mais c'était horrible, je vous jure, c'était horrible. C'est-à-dire que je fermais les yeux.
ce qui était perturbant, vous voyez, rien que d'en reparler, ça me fait bizarre parce que ce qui était perturbant, c'est que les personnes que je voyais en vrai, mais en vrai, quand j'avais les yeux ouverts, les personnes que je voyais, je fermais les yeux, je les voyais au même endroit. C'est-à-dire, j'avais l'impression de ne plus avoir de paupières. Ce que je voyais avec mes yeux, peu importe ouvert ou fermé, c'était à la même place, c'était tout pareil. Et le pire, c'est que je me suis, entre guillemets, amusé à fermer les yeux, mais pire encore, à me mettre un bandeau devant les yeux, et quand je tournais ma tête, je voyais la pièce. C'était vraiment bizarre parce que je voyais la pièce avec des personnes qui étaient dans cette pièce. Je vous jure, ça a été très perturbant, et pendant une semaine, j'ai vécu les volets fermés, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je suis resté couché, je voulais rien faire parce que tout me faisait peur, et ça a été une expérience particulièrement traumatisante et qui m'a beaucoup effrayé, vraiment beaucoup effrayé. Et puis donc ça s'est calmé après, forcément au bout d'un moment ça se calme quand même. Et j'ai fini par recontacter Lane, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui m'est arrivé, et qu'est-ce que je suis en train de vivre, parce que certes ça s'était calmé, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient restées en place, mais on va dire que je m'y étais acclimaté. Hein, c'est encore acclimaté est un bien grand mot, parce que on n'est jamais prêt en fait, et même encore aujourd'hui, ça va faire 20 ans, on va dire j'ai plus l'habitude, mais pour autant je suis toujours pas prêt, hein. On s'acclimate jamais on s'acclimate jamais à ça en fait. C'est pour ça, hein, quand je vous dis les médiums qui s'en vantent, qui sont là, moi je suis médium, je vois des morts, c'est trop cool dans ma vie. Non, mais non. Non, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool. C'est pas une bénédiction. Il y a pas de quoi s'en vanter. Au contraire, le fait d'être médium, franchement, tu te demandes si t'es pas en train de virer de la carafe sérieusement, parce que tu vois des gens que d'autres personnes visiblement ne voient pas. Tu ressens des choses que personne ne ressent. Tu passes des rires aux pleurs, tu sais pas pourquoi. Bref, bon, ça c'est pour après, hein. Je vais un petit peu vous faire le portrait du médium, tellement c'est plaisant à vivre, hein, de devenir taré. Donc je contacte Lane et je lui dis, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui m'arrive, et là, la vilaine, elle me révèle que avant que je la contacte, son papa avait fait un rêve qui lui annonçait ma venue, qui lui annonçait que je la contacterais pour lui demander de l'aide. En fait, son papa, il avait vu tout ce qui allait arriver. Et dans ce rêve, on lui a aussi révélé que j'étais médium. Voilà. Et c'est pour ça que Lane était très réticente à faire ça, parce qu'elle savait que quand je l'ai contacté, du coup, c'était le signe du destin pour lui dire que voilà, c'était le jour J, c'était le moment pour moi. Et donc voilà. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai pas réagi, parce que qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Comment voulez-vous réagir à quoi que ce soit? Vous avez tout juste 20 ans. Toute votre vie n'a été faite que de fantômes, que de hantises, que de trucs extraordinaires que vous ne pouvez expliquer à personne, des trucs dont d'autres personnes ont été témoins, donc ça vous prouve que vous n'êtes pas complètement fêlé, ou alors tout le monde est fêlé aussi. Bref, déjà, donc vous partez sur cette base-là, et je vous parle même pas de tout ce que j'avais vécu, hein, entre les problèmes avec mes parents, les tribunaux, les hôpitaux, les problèmes de santé, tout mélangé. Voilà, moi j'arrive à 20 ans, je suis bien abîmé, hein. Voilà. Et en plus de ça, comme si ma vie était déjà pas assez pourrie, on me rajoute un truc que je ne veux absolument pas, pour le coup, parce que moi ça m'amusait de faire mes petites cartes, ça m'amusait de faire mes petits rituels, mais ça m'allait très bien, hein. Donc vous avez ça qui vous tombe sur la tronche en plus, et puis je vous parlerai même pas de tout ce que j'ai appris par la suite, hein, parce que j'ai découvert ma famille paternelle où il s'est passé plein de choses extraordinaires, des choses qui ont été reconnues par l'église, donc des choses à la fois divines et maléfiques qui se sont passées dans ma famille. Côté maternel, c'est guère mieux, ça patauge dans les cartes et compagnie. Donc en fait, moi je suis le fruit entre des miracles chrétiens, enfin des miracles mystiques, et puis des miracles ésotériques. Voilà, et moi je suis un fruit de ça. Voilà. Mais ça, je ne le savais pas encore, je l'ai appris que plus tard, hein, récemment d'ailleurs en fait.
Et donc maintenant on va en venir à qu'est-ce que ça fait d'être médium exactement. Et ben qu'est-ce que ça fait d'être médium, comment vous dire que honnêtement je pense que je pourrais avoir ma place dans un hôpital psychiatrique, hein, sincèrement. Voilà. Concrètement qu'est-ce que ça fait? Eh bien déjà vous êtes une éponge à émotions. Mais quand je vous dis une éponge, on parle pas d'empathie là, on parle d'une véritable éponge. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un lieu, je vais me mettre à pleurer, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ou alors je vais me mettre à rire de façon incontrôlable. Pareil, je ne sais pas pourquoi. Ou alors je vais rentrer dans une colère, une rage. Mais quand je vous dis une rage, vous allez me dire bonjour, la ferme, je m'énerve, casse-toi. Voilà. Alors que vous n'avez juste rien dit, vous m'avez juste dit bonjour. Voilà. Donc ça, et on ne parle pas d'empathie ici. On parle de sentiments très exacerbés, mais qui sont même poussés à l'extrême. À tel point que ça en devient... Il y a des fois, je me dis, mais en fait, t'es bipolaire. Je pense que tu dois avoir un... T'es pas médium, t'es juste bipolaire. Il faut juste te faire soigner pour ça. Et non, en fait non, parce qu'il y a vraiment des explications derrière tout ça. À chaque fois qu'il y a un sentiment, c'est que très souvent il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui éprouve ce sentiment-là. Et comme vous, ben, vous êtes une espèce d'antenne. En fait, dans le noir, visualisez-vous que vous êtes une sorte de lumière dans le noir. Hein. Vous savez la lampe bleue qui attire les mouches, les moustiques, les nuits d'été. Ben voilà, vous êtes cette lampe bleue dans la nuit, hein, pour les esprits. Donc forcément, ils vous voient, vous les attirez naturellement, ils viennent vous voir et forcément ils vous touchent, si vous êtes en contact, etc. Et bah fatalement vous ressentez tout ce qu'ils vous transmettent, tout ce que voilà. Mais parfois ça peut être aussi juste la mémoire des murs, c'est-à-dire que vous avez un lieu, un bâtiment qui est fait avec des matériaux anciens comme du bois, de la pierre, etc. Ce sont des matériaux qui retiennent les informations et ça on appelle donc la mémoire des murs. Et si vous arrivez dans un lieu, que vous êtes sensible aussi à ça, eh bien vous allez capter tout ça, mais c'est juste le lieu, c'est la maison en gros qui est plus ou moins vivante, mais ça veut pas dire qu'elle est habitée, hein, ça veut pas dire qu'il y a des esprits ou quoi que ce soit dedans, non, c'est juste la maison elle-même qui est devenue une sorte d'égrégore, qui est devenue une sorte d'esprit, et du coup c'est la maison qu'il faut aider. Mais là aussi c'est au cas par cas, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les différents types de fantômes, de hantises, de choses qu'on peut trouver couramment. Et donc on est donc une éponge à sentiments. Ensuite, en termes de médium, alors il faut savoir que être médium, ça veut tout dire et rien dire, et ça veut surtout rien dire en fait, médium. Parce que médium, c'est un terme générique dans lequel il y a plein de choses, ça regroupe plein de choses. Sous le terme médium, en fait, on pourrait diviser en plusieurs branches. Vous avez déjà les voyants. Alors, les voyants, ça n'a rien à voir avec les cartes, pour le coup, mais rien à voir avec les cartes. Les voyants, comme son nom l'indique, ils voient. Vous avez les écoutants. Les écoutants, eux, ça va plus être au niveau de l'oreille. Ils vont entendre des choses, mais ça veut pas dire qu'ils voient, hein, ils vont juste entendre. Vous avez ceux qui sont sensibles, que moi j'appelle des antennes, c'est-à-dire qu'ils vont pas voir, ils n'entendent pas non plus, mais par contre, ils vont sentir les choses, ils vont vraiment les vivre et les sentir. Et enfin, vous avez les passeurs. Alors les passeurs, pour moi, je les appelle comme ça, les passeurs. Pour moi, les passeurs, en fait, c'est ceux qui sont des portes. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne sentent pas, mais naturellement, ils sont une porte, ils sont une connexion. Et d'ailleurs, très souvent, dans une séance de spiritisme, on va prendre une personne, le maître des cérémonies, qui lui est soit voyant, soit écoutant, soit le super médium, entre guillemets, celui qui fait tout. Et on va prendre quelqu'un qui est une porte, qui est une connexion, pour avoir à la fois quelqu'un qui va permettre de faire transiter facilement et le maître des cérémonies qui va diriger la séance. Voilà. Bon, là aussi, je vous expliquerai comment faire de vraies séances de spiritisme, pas les conneries qu'on peut voir sur YouTube ou je sais pas où. Hein, on met une planche Ouija, on met 2 bougies. Coucou, t'es là, il y a quelqu'un, on peut répondre. Non, je vous apprendrai à faire des vraies choses. Parce que ça aussi, ça commence à me courir sérieusement sur le haricot de voir des... Je suis désolé de le dire, je vais être vulgaire, mais de voir des conneries, de voir des pratiques tout aussi déviantes les unes que les autres, de voir ce manque de respect qu'il y a envers les morts et tout, ça m'insupporte, je vous promets, mais j'en mettrai des claques à ceux qui pratiquent ça, je vous promets, et pourtant je suis pas violent. Hein. Donc tout ça, je vous l'apprendrai pour de vrai, vous montrer en tout cas des techniques, des vraies techniques et pas les conneries qu'on peut voir. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait de... Ah donc oui, comme je disais, il y a les voyants, les écoutants, etc. Et puis, il y a cette faculté qui fait que vous êtes un petit peu tout. Normalement,
J'aime pas employer le mot de vrai. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Enfin, si, il y a des faux. Mais vous avez la personne qui fait un petit peu tout, qui est à la fois connectée, qui voit, et c'est un peu la catégorie dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je suis dans la rue et je vois une vieille dame ou un vieux monsieur ou quelqu'un qui me fixe, qui ne bouge pas. C'est-à-dire que par exemple, il est sur le trottoir d'en face, il bouge pas, il me regarde. Et quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que il y a personne d'autre qui est en train de le voir et que je suis le seul à le voir. Et là, je me dis, Jo, t'es en train de perdre la boule. Cette fois-ci, c'est bon, c'est officiel. C'est assez perturbant parce que du coup, je sais pas si la personne elle est réelle ou si elle l'est pas. Et j'ose pas le dire, je veux pas arrêter quelqu'un qui passe. Excusez-moi madame, vous voyez là, vous la voyez vous aussi? Non? Ah d'accord, ok, c'était pour savoir. Vous voyez, non, vous pouvez pas faire ça. Concrètement, vous pouvez pas faire ça. Puis il y a les sentiments aussi de déjà vu. Mais quand je vous dis déjà vu, c'est pas le petit déjà vu qu'on vit. Non, c'est le déjà vu, le vrai déjà vu, le déjà vécu. Enfin, des choses qui sont pareil, qui sont aussi assez perturbantes. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu et non seulement le lieu vous le connaissez, alors que vous n'y êtes jamais venu, hein, mais le lieu vous le connaissez. Mais à tel point que vous le connaissez, vous savez par exemple exactement où se situe la salle de bain, la chambre, ou je sais pas quoi, et vous allez vous diriger naturellement alors que vous n'y êtes jamais venu. Mais le pire, ce qui est perturbant, c'est qu'à chaque fois vous passez pour un menteur, parce que les gens vous disent mais si, t'es déjà venu. Non, je ne suis pas venu. Mais si, regarde, tu sais où c'est et tout. Donc c'est pour ça, je le redis, mais les gens qui se vantent d'être médiums, mais il n'y a pas de quoi s'en vanter. On passe déjà pour des anormaux, on passe pour des tarés, on passe pour des menteurs en plus. Non, il n'y a pas de quoi s'en vanter. Et moi, honnêtement, j'ai pas envie. Je le dis rarement, vraiment qu'à il y a que mes amis qui le savent, que mon cercle très proche, et vous, parce que c'est ma chaîne. Pour le coup, c'est mon travail. Attention, mon travail, c'est d'être youtubeur, d'accord. Ma vocation n'a rien à voir avec le travail que je fais sur YouTube, qu'on soit bien d'accord. Et donc ce qui fait que dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que j'ai marqué sur mon CV. Je suis médium. Encadré comme ça. Non. Et donc vous avez ça, et puis vous avez aussi toute la connexion des fois, comme je le fais en vidéo, des prénoms, des noms, des visages, des dates, des chiffres, des trucs qui vous prennent comme ça. Ça vous arrive, vous êtes tranquille, vous êtes bien, et puis d'un coup, tu connais un Jean-Pierre? Voilà. Ça, je crois que c'est le truc le plus pénible, c'est le truc qui m'agace le plus. Parce que vous êtes bien, vous êtes concentré sur un truc, et là, je me sens partir, vraiment, c'est-à-dire que je sens bien que je suis en train de déconnecter, et là, j'ai Jean-Pierre, Dominique, machin, 33 ans, 13 rue de je sais pas quoi, voilà. Et quand je vais revenir à moi, je vais regarder la personne, au fait, Jean-Pierre et Dominique qui vivaient au 13 rue de machin en 1989, ça te parle, et là, t'as la personne qui va se mettre à pleurer, tu sais pas pourquoi. Ah. Donc, enfin, tu sais pas pourquoi. Si, maintenant, je sais pourquoi, mais voilà. Donc, t'as la personne qui va réagir, qui va te dire, mais comment tu sais ne pose pas la question de comment je sais, s'il te plaît. Est-ce que juste ça te parle ou est-ce que je deviens complètement dingue? Voilà, je voudrais juste savoir ça. Je vous jure, on en est réduit parfois à juste dire ça. Ne pose pas de questions, réponds-moi juste si c'est oui, si c'est non, c'est tout. Et donc vous avez tout ça, et je parle pas de tout le reste, parce qu'il y a la connexion au quotidien avec ce genre de choses, c'est-à-dire des objets aussi que vous savez que vous avez posé à tel endroit et que vous ne retrouvez jamais à tel endroit, mais pareil, du coup vous vous posez la question de savoir si l'objet a vraiment existé ou pas. Vous vous souvenez de conversations avec des personnes, mais vous ne savez pas si la conversation que vous avez eue était réelle, enfin si la personne était réelle ou si elle ne l'était pas. Non, je vous jure, il y a de quoi devenir fou des fois. Et même 20 ans après, je ne m'y fais toujours pas. C'est pas quelque chose, alors on en prend l'habitude, on maîtrise un peu mieux les choses, enfin on maîtrise oui et non, parce qu'on maîtrise rien du tout, on est une antenne. Et une antenne, elle reçoit les signaux, c'est pas elle qui dit non, moi je reçois les signaux de telle heure à telle heure. Non, une antenne, elle reçoit n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui, et c'est le même principe, c'est eux qui gèrent, c'est pas nous. Donc concrètement, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de maîtrise là-dessus. C'est pas du tout quelque chose qu'on arrive à maîtriser. Et les vrais médiums, les vraies personnes qui sont dans ce milieu-là, elles auront toutes le même discours en vous disant je ne maîtrise rien. C'est pas à la carte. D'ailleurs,
C'est aussi pour ça que je ne vous propose aucune consultation et aucun rendez-vous médiumnique, parce qu'il n'y a aucun contrôle dessus. Si l'esprit a envie de parler, s'il a envie de se manifester aujourd'hui à telle date, c'est qu'il l'a décidé ou parce qu'il est relié à cette date-là, mais c'est pas à la carte j'ai rendez-vous avec machin, donc vous êtes gentil, vous êtes présent au rendez-vous, vous aussi. Non, ça marche pas non plus comme ça. C'est eux qui décident et en fonction de comment ça se passe, soit c'est le moment présent et on peut délivrer le message tout de suite parce qu'on a la personne en face, soit c'est pas le moment et on attendra que le moment soit opportun. Donc c'est pour ça que je ne vous proposerai jamais en vidéo. Il n'y a que quand je vous ai fait, vous savez, les petites vidéos de messages comme ça, spirit, où on se met dans l'ambiance tranquille, il y a que ça que je peux vous faire parce que quand je ressens le besoin, c'est en moi en fait. Je sens un moment que c'est là, on me pousse, on me fait comprendre qu'il faut que je le fasse, il faut que je parle. Mais là, vous avez vu, ça fait un moment que je vous ai pas fait une vidéo là-dessus parce que pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Il y a des petites choses comme ça qui me viennent, mais ça me fait pas comme les 2 autres fois où je sentais que c'était trop plein et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et pareil, il y a aussi cette notion d'éthique où jamais de ma vie je me ferai payer pour ça, jamais. Autant la voyance c'est pas pareil parce que c'est un temps que je vous dédie, c'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous avec moi, la consultation qui va durer 1h30, pendant cette heure et demie, je ne peux pas aller chez le médecin, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas faire de vidéo, je ne peux pas trouver du travail à côté, je ne peux pas mettre en avant la boutique, je ne peux pas m'occuper de ma chaîne. Ce temps, il est dédié. Donc c'est ce temps-là en fait que je facture comme un psychologue. Après tout, un psychologue, vous ressortez avec rien entre guillemets. C'est une personne que vous allez voir pour discuter. Sauf que ce que vous payez, c'est d'une part ses diplômes, sa formation, ses études et le temps qu'il vous a consacré et les quelques conseils qu'il vous a prodigués. Moi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ce qui vous est facturé, c'est le temps. Mais c'est pas la chose, c'est pas... Et là, le spiritisme, jamais, si un jour j'avais quelqu'un qui venait me consulter, ou si je suis sur une affaire pour une famille, pour une maison, pour purifier une maison, je ne me vois pas demander un chèque à la fin. Bon voilà, je vous ai délivré du démon, ça fait 1200 €. Vous imaginez les sœurs Halliwell ou le couple Warren quand ils interviennent dans des familles et tout, je vous ai sauvé la vie, ça fait 1500 balles, vous pouvez payer en 3 fois. Non mais c'est horrible. Là pour le coup, ça serait horrible, ça serait vraiment horrible. Et faut faire attention dans le milieu médiumnique, c'est que vous avez beaucoup de personnes comme ça qui vont jouer avec les sentiments. C'est très facile de dire je reçois le message de la grand-mère, elle est fière de toi. Oui, c'est super facile de dire elle est fière de toi. On a tous besoin d'entendre ça. Elle est fière de toi, je t'aime, je suis là, tu me manques, je suis bien là où je suis, je ne souffre plus. Tout ça, mais c'est tellement lambda ces trucs, n'importe qui peut vous le raconter et surtout qu'à la fin on vous fait comprendre qu'il faut signer le chèque. Ça très concrètement, vous avez compris. Mais quelqu'un qui est vraiment là pour travailler, pour vous délivrer des messages, pour moi ça me semble impossible de demander de l'argent par rapport à ça parce que pour le coup c'est un don, on nous a donné cette faculté, on nous l'a offert et nous on s'en ferait du fric dessus. Non, si on nous a permis ça, c'est pour pouvoir justement connecter des gens qui n'ont pas cette faculté là vous voyez ce que je veux dire. Donc non, on n'est pas là pour parler d'argent mais quand même un petit peu. Donc tout ça pour dire que être médium, c'est pas quelque chose dont on est forcément fier, c'est pas forcément quelque chose dont on a envie de parler durant une soirée, parce que c'est pour moi, en tout cas dans mon cas, je ne sais pas pour les autres, mais comme je l'ai dit, les rares vrais médiums avec qui j'ai parlé, on a tous un récit qui est similaire, à savoir une expérience qui est traumatisante, quelque chose qui nous a profondément marqué et qui continue encore à nous marquer. À chaque fois qu'on vit quelque chose, encore aujourd'hui, alors j'ai moins d'apparitions, d'apparitions brutes, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut voir. Donc ce qui fait que il y a certaines choses, ou alors je sais pas, c'est le fait que j'ai pris un petit peu d'âge, donc du coup il y a la raison aussi qui commence à prendre le dessus, ou je maîtrise un petit peu mieux le truc, ou comme j'y suis plus habitué, je suis moins surpris par certaines choses, mais il y a moins cet effet de peur et de surprise, même si ça reste encore effrayant. Je vous cache pas que quand vous voyez un objet qui bouge tout seul, ça reste encore impressionnant, même si on parle, je sais pas moi, juste d'une allumette, juste voir une allumette qui bouge toute seule, ça reste impressionnant.
ou quand vous avez, dans mon cas, c'est jamais des allumettes. D'ailleurs, si vous m'entendez, je préférerais des allumettes, s'il vous plaît, parce que ça commence à me coûter cher en certains trucs. Mais souvent, j'ai des bougies qui vont sauter du chandelier. Mais je vous jure, mais c'est véritable. J'ai là, en bas, dans le salon, j'ai un chandelier. Pourtant, les bougies sont fermement ancrées, elles sont vissées, elles sont cirées. J'ai mis de la cire aussi dedans. Par une force complètement mystérieuse que je ne comprends pas, mes bougies, je les retrouve par terre. Et j'en suis à un paquet de pognon parce que j'en ai marre de racheter des bougies parce qu'à chaque fois qu'elles finissent par terre, en plus, elles sont cassées. J'en ai marre de racheter des bougies. Mais non, j'en rigole, mais vaut mieux en rire. Honnêtement, vaut mieux en rire pour dédramatiser la chose, parce qu'il y a un moment donné où non, c'est soit vous virez complètement de la carafe, soit vous prenez les choses un peu plus à la légère. C'est pour ça que dans mes vidéos, je fais beaucoup d'humour. Ça permet de dédramatiser la chose. Et c'est pas impossible, c'est-à-dire que la voyance, etc., oui, ce sont des sujets sérieux, mais avant tout, c'est notre foi, donc il faut aussi que ça soit joyeux, parce que quand on annonce des mauvaises nouvelles, ou quand on ressent des mauvaises nouvelles, merde, une mauvaise nouvelle passe quand même mieux avec un petit sourire que en disant tu vas avoir un accident, tu vas y rester. Bonjour, combien je dois Non, que voilà, si vous faites un petit sourire en disant là ici, tu vois, j'ai perçu un petit accident. Alors, il y a des façons de dire les choses. C'est pour ça que l'humour n'est absolument pas incompatible avec ce qu'on fait. Même en spiritisme, n'oubliez jamais que les entités avec lesquelles vous communiquez, pour 95% des cas, ça a été des êtres humains. Donc qui dit être humain dit qu'ils ont eu des émotions humaines. Donc leur apporter ne serait-ce qu'un petit sourire alors qu'eux-mêmes vivent dans un monde où il n'y a que tristesse, mélancolie, des choses qui sont assez noires. Juste le fait de leur apporter un sourire, de leur apporter une petite note d'humour, c'est porteur d'espoir, c'est porteur de joie. Donc oui, il y a l'aspect où il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et il ne faut pas prendre les choses à la rigolade et à la légère. Mais en revanche, de l'humour qui est bien dosé en spiritisme, je vous garantis que ça peut changer complètement la séance. Mais vraiment, j'ai eu des résultats où juste le fait de, par exemple, un esprit qui ne voulait pas communiquer ou qui semblait assez agacé, à 2-3 reprises, j'ai fait des petites pointes d'humour mais qui étaient bien dosées et qui étaient dans le contexte. Bizarrement, ça avait délayé, le nœud, il s'était dilué. On sent d'un coup l'ambiance, mais vraiment, c'était palpable, tous les participants pourraient le dire, l'ambiance de tension était tout de suite d'un coup descendu, il n'y avait plus rien. Et on avait des réponses qui étaient plus fluides. Donc on sentait que l'esprit lui-même était plus apaisé, qu'il était plus tranquille, ou que, je sais pas, je lui avais donné la preuve que je le considérais comme un humain avant tout et pas comme une bête curieuse, un truc. Non, oubliez pas non plus que les esprits, vous les commandez pas. C'est pas un chien, ça ne répond pas au doigt et à l'œil. Non, un esprit reste une âme consciente qui a appartenu à quelqu'un. Vous ne maîtrisez pas cette personne, vous n'êtes pas son maître. Alors oui, il y a cette fermeté à avoir dans les séances, mais cette fermeté, c'est pas pour les contrôler, c'est pour contrôler surtout les participants qui est autour de vous. Parce que les esprits, vous ne pourrez jamais les contrôler, qu'on soit bien d'accord. Mais juste le fait d'être ferme, déjà de tenir votre séance, c'est pour empêcher en fait à vos participants de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se manifeste de surnaturel, et j'ai envie de dire c'est ce qu'on recherche quand on fait une séance de spiritisme ou quand on est enquêteur paranormal, ça aussi, combien de fois je vois des enquêteurs qui se revendiquent des enquêteurs paranormaux, et quand ils vont dans des lieux et qu'il se passe un truc bizarre, il se barre. Non, Coco, tu vas dans des lieux comme ça justement dans l'espoir de vivre quelque chose de paranormal. Si tu te barres parce qu'il y a une boîte de conserve qui roule vers toi, fais autre chose, change de métier, ferme ta chaîne et puis fais autre chose. Et c'est pareil pour les médiums, ça fait des séances de spiritisme à tout va, et puis dès qu'il y a un truc qui va bouger, un coup qui va cogner dans un mur, ça y est, tout le monde est en panique, tout le monde stresse, on ferme la séance. Non, il y a un moment là aussi, il faut arrêter les bêtises. Quand on fait ça, on sait qu'on s'expose à des manifestations surnaturelles. Donc le fait d'être ferme, c'est pour tenir en fait vos participants pour qu'ils ne cassent pas le cercle durant la séance. C'est tout. L'esprit, vous ne le contrôlerez jamais. En revanche, voilà, si vous tombez sur des entités démoniaques, des démons, des choses beaucoup plus fortes, oui, là il va falloir montrer votre fermeté et leur montrer que ils ne vous font pas peur.
Parce que ce qu'ils recherchent, c'est ça, c'est de vous faire peur. De vous faire peur pour casser la chaîne, pour casser le lien, pour pouvoir s'insinuer de façon physique dans notre plan, dans notre plan physique. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment montrer encore plus de fermeté. Mais qu'on soit bien d'accord, vous ne maîtriserez jamais un démon, vous ne le contrôlerez jamais, ce n'est pas un toutou. Pire encore, c'est vous qui êtes les pantins des esprits et des démons. Ne l'oubliez jamais. Et ça ne sera jamais l'inverse, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que ce soit un démon, un esprit, n'importe quoi, vous devez impérativement faire preuve d'un très grand respect, d'une grande humilité, parce que un démon, s'il veut détruire votre vie, il pourra le faire, et vous ne pourrez strictement rien faire, c'est pas juste en disant non, va-t'en par le pouvoir du Christ. Non, ça c'est dans les films qu'on voit ça, c'est dans les films, je le dis, je le redis. Donc ça, en ayez bien conscience. C'est pour ça que tous ces médiums qui se revendiquent médiums, non, s'il vous plaît, arrêtez. Vous n'avez pas conscience, je vous jure, là je veux un petit peu vous faire peur, mais j'ai fait des expériences, alors pas de mort imminente, mais où je suis sorti, enfin je sais pas où je suis allé, pour moi je l'associe un peu comme dans Insidious, pour ceux qui connaissent les films, vous savez, ceux qui ont regardé, Elise, elle part dans ce qu'elle appelle le lointain. Quand la première fois que j'avais vu les films Insidious, ça m'avait interpellé, parce qu'en plus cette porte rouge, je l'ai déjà vue ailleurs, enfin là-bas, je sais pas comment on peut l'appeler. Effectivement, le lointain, ça me parle bien aussi, parce que on est là, mais tout en étant loin en même temps, et le lointain, ouais, ça me parle bien. Et ce qui m'a perturbé dans les films Insidious, c'est que ce qui est décrit dans ce lointain, ça ressemble vachement aux visions que j'ai pu avoir, ou aux choses que j'ai pu vivre. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde où il y a rien, il y a rien. Il y a rien, tout simplement, il y a rien. Oui, non, il y a rien. Je peux pas mieux le décrire. Il y a rien. Et puis il y a des choses qui sont complètement incohérentes, des choses on dirait le pays des merveilles, mais version Tim Burton psychopathe. Voilà, ça fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que c'est un monde qui est un peu similaire au nôtre quand il y a des choses qu'on arrive à voir, mais sinon quand on ne voit rien, il y a rien. C'est-à-dire c'est vraiment une pièce vide, c'est le noir, il y a rien du tout. Et puis quand il y a juste 2-3 choses qui se dessinent, ça a pas forcément de sens. Enfin, c'est bizarre, c'est conceptuel, c'est vraiment particulier. Et pourquoi je vous dis ça, je sais plus. Ça aussi, je crois que c'est assez propre aux gens qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a nos trucs et puis pouf, on part ailleurs et on sait plus ce qu'on disait avant. Bon, c'est pas grave. Oui, donc, et je vous disais, voilà. Oui, je voulais vous faire peur. Ça y est, ça me revient. Je vais vous faire peur. Mais tous ceux qui jouent avec ça, là, je m'adressais à ceux qui jouent avec ce milieu-là et qui n'ont pas cette conviction de croire en ce milieu. Vous n'avez aucune idée de ce qui vit derrière. Et ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qui n'existe pas. Croyez-moi que la menace est bien réelle et je vous garantis que les Annabelle, les Valak et compagnie, c'est Dora l'exploratrice à côté. Vous n'imaginez absolument pas ce qu'il y a derrière. Il y a des créatures, des chimères, des créatures, des démons, des entités démoniaques, il y a plein de créatures comme ça, des choses qui, croyez-moi, sont véritablement capables de détruire vos vies, de vous rendre fêlés, voire de vous faire du mal, de vous tuer à travers des personnes. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui on arrive à expliquer beaucoup de maladies, mais il subsiste un pourcentage de personnes que la médecine a complètement abandonné parce que malgré tous les tests, ils n'arrivent pas à diagnostiquer quelque chose. Oui, parce que c'est autre chose pour le coup qu'ils les possèdent. Et il y a certaines personnes qui tuent, etc. C'est pas le démon en personne, c'est-à-dire c'est pas Annabelle ou Chucky qui va arriver avec son petit couteau et qui... Non. Le meurtre peut être réel, mais ça peut très bien être une personne qui va être possédée par quelque chose, qui va s'en prendre à vous, qui va s'en prendre à votre famille. Donc c'est pour ça... Les menaces sont bel et bien réelles et quand je vous dis qu'il y a certaines formes d'entités démoniaques qui peuvent détruire vos vies, c'est pas une blague, c'est-à-dire que vous allez pouvoir perdre vos familles, vos amis, vos proches, vous allez sombrer dans la dépression, dans la folie, vous allez devenir complètement dingue, ils vont vous isoler pour justement vous convoiter ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça, ne jouez jamais avec ces forces. Si vous ne croyez pas en ces forces, si vous n'êtes pas dedans, sérieusement, si vous n'avez jamais vécu de choses extraordinaires, si vous n'avez aucun lien avec le surnaturel, je vous en supplie,
fermez vos chaînes YouTube, arrêtez, faites autre chose parce que les menaces sont bel et bien réelles, qu'on soit bien d'accord. Et ça, toute ma vie, je passerai ma vie à le faire et à le dire et à le répéter. Et là encore, je vais le dire et le répéter, il n'y a absolument rien de merveilleux à être médium. Donc il n'y a pas de quoi s'en vanter, c'est traumatisant, c'est une expérience qu'on a du mal à vivre au quotidien. Il n'y a vraiment pas de quoi... non, c'est pas un super pouvoir, vous n'êtes pas un super héros, vous n'avez rien d'un Superman, d'une Wonder Woman ou de ce que vous voulez. Non, vous êtes quelqu'un de lambda qui possède quelque chose qui en revanche n'est pas lambda et qui vous apporte très souvent plus d'emmerdes que de bonnes choses. Croyez-moi, vraiment croyez-moi, parce que entre les problèmes de santé que ça peut entraîner, les problèmes de sommeil que ça peut entraîner, la fatigue chronique tout le temps parce que vous êtes épuisé, forcément, vous êtes une espèce de pile et ils se nourrissent de votre énergie, donc vous êtes tout le temps fatigué. À un moment donné, vous ne savez même plus si vous êtes connecté au monde réel ou pas, si vous êtes en train de perdre la tête, si vous allez finir dans un asile. Il y a un moment, je vous jure, c'est compliqué quand même à vivre, hein. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Il n'y a pas de quoi... non, et puis c'est pareil en termes de conseils. J'aurais même pas de conseils à vous donner parce que comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise, c'est pas quelque chose que l'on apprend. Alors oui, vous pouvez lire des livres qui sont utiles, qui vous donneront des bons conseils si l'auteur est vraiment dans ce milieu-là. Il y a des personnes qui pourront vous conseiller sur des exercices, je sais pas, thérapeutiques, de respiration, de prendre confiance en vous, etc., etc. Oui, mais non, dans le sens où c'est par vous-même en fait que vous apprendrez les choses, c'est à vous d'expérimenter, c'est à vous de faire, c'est à vous de... Personne ne pourra vous dire parce que chaque expérience est différente. Et par conséquent, on ne peut pas dire à quelqu'un tu dois faire comme ci, comme ça, alors que ce qu'elle va vivre sera différent de ce que vous aurez vécu vous. Vous pouvez exprimer comme moi je suis en train de le faire, donner votre témoignage en disant ce que vous avez vécu, ce que vous avez essayé de mettre en place pour comprendre, pour essayer de maîtriser le truc, mais vous ne pourrez jamais dire ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Non, ça a fonctionné pour vous. Ce que j'ai fait, ça a fonctionné pour moi. Par contre, ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour vous. Parce que on est tous différents et parce que chaque expérience est aussi différente, tout simplement. Voilà donc mes chers amis, bon écoutez, j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, que je vous aurai pas trop saoulé avec tout ce témoignage, mais ça me tenait à cœur parce que ça fait quelques temps que ça commence sérieusement à me gonfler en fait, de voir trop de choses. Alors je veux bien qu'il y ait de la place pour tout le monde sur YouTube, etc. Mais ça devient lassant en fait de voir les mêmes trucs, de voir, je sais pas, faites preuve d'originalité, apportez des choses nouvelles, je sais pas, exprimez-vous, exprimez qui vous êtes, montrez votre personnalité, à la rigueur que vous vous inspiriez de quelques personnes parce qu'elles vous inspirent, c'est flatteur pour ces personnes, mais essayez par vous-même de faire des choses originales et puis surtout arrêtez, alors je dis pas ça pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord, mais si il y en a un ou deux là, des charlatans qui passaient sur ma chaîne qui voyaient la vidéo, j'ai envie de vous dire non, arrêtez, soyez honnêtes. Je pense qu'il y a d'autres façons de se faire de l'argent de façon un petit peu plus honnête, mais n'utilisez pas les sentiments des gens, n'utilisez pas des choses que tout le monde pourrait dire, ne jouez pas avec ce milieu parce que, attention, là aussi je vais faire un autre avertissement, n'oubliez jamais qu'il vous voit, qu'il vous observe, qu'il vous regarde. Donc plus vous provoquez, plus vous racontez des mensonges, plus vous racontez des conneries, plus vous en faites, plus, et le jour où ça va vous tomber dessus, qu'ils vont en avoir ras-le-bol, qu'ils vont vraiment vous tomber dessus pour vous donner une bonne leçon, je vous garantis que ça va vous faire tout drôle. Et là, on parle pas du karma, on parle bien d'entités, d'esprits éthérés, de choses qui sont conscientes, qui sont très intelligentes, qui sont très vicieuses. Quand ça va vous tomber dessus, je vous garantis que ça va vous faire tout drôle, vraiment. Donc c'est pour ça, ne jouez pas avec ça, soyez honnête, vraiment, soyez le plus honnête que possible. Et là aussi, je vais le redire en termes d'avertissement, souvent je vois... que moi on me fait le reproche pour la Ouija, machin et tout. Mais les amis, la Ouija, c'est un bout de bois. D'accord, ça n'a jamais invoqué les esprits. Celui qui va invoquer les esprits, c'est celui qui touche, c'est celui qui va connecter la planche. On est bien d'accord que ce n'est pas une voiture qui crée l'accident, c'est le conducteur qui est dans la voiture qui va créer l'accident. Une voiture, tant que vous ne la touchez pas,
elle est pas dangereuse, hein. Par contre, celui qui va être dedans, c'est lui qui va être dangereux. Et ben, une planche Ouija, c'est la même chose. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, avec vos clichés idiots. C'est pas qu'ils sont idiots, mais soyez logiques. Un outil, un support n'est pas dangereux en soi. Tant qu'il n'est pas manipulé, tant qu'on ne fait pas n'importe quoi avec, il ne risque rien. D'ailleurs, à ce propos, je tiens quand même à vous préciser que les cartes que vous faites, vous ouvrez aussi une porte, vous faites aussi une connexion avec ce monde-là. Par conséquent, les cartes que vous croyez être sans risque, les cartes ne sont pas sans risque. Voilà pourquoi il faut toujours vous protéger, pourquoi il faut toujours faire des cercles de protection, pourquoi il faut toujours vous purifier, pourquoi il faut le faire sérieusement. On ne tire pas les cartes pour s'amuser, on tire les cartes pour travailler, pour faire quelque chose. Les cartes, c'est une porte, c'est une connexion. La kybomancie, c'est une connexion. La cristallomancie, c'est une connexion. La radiesthésie, c'est une connexion. Bref, n'importe quoi. À chaque fois que vous travaillez sérieusement n'importe quel support, vous ouvrez une porte. Peu importe. Et croyez-moi qu'un oracle, un tarot est aussi dangereux qu'une planche de Ouija. Parce qu'on peut très bien appeler les esprits avec rien. Avec rien du tout. Regardez, je suis là, j'ai pas de support. Je pourrais très bien dire esprit, es-tu là? Et voilà, et je fais ma séance comme ça avec rien du tout. C'est tout aussi dangereux. Donc c'est pour ça... on arrête les clichés, on arrête de véhiculer, on arrête aussi de transmettre des bêtises, hein, parce que le problème c'est que quand on apprend quelque chose, vérifiez la source, vérifiez votre information avant de la transmettre, parce que peut-être que ce que vous transmettez a été transmis par quelqu'un d'autre qui le tient aussi de quelqu'un d'autre et qui s'avère être une grosse bêtise. Donc du coup, en véhiculant ça, vous véhiculez une bêtise. Ce que vous croyez être vrai, en fait c'est une bêtise. Donc toujours, ça c'est important dans la vie en règle générale, vérifiez toujours vos sources, tout le temps. Vérifiez vos informations avant de colporter, de prodiguer un conseil, etc. Vérifiez toujours votre source et votre information. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous embrasse fort. J'espère que cette vidéo vous aura fait peur parce que c'était le but et que ça aura aussi remis les pendules à l'heure parce que pareil c'était le but et peut-être que ça aura aidé certaines personnes qui se cherchent, qui vivraient des choses similaires, qui ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de vivre. Peut-être, je l'espère, que ça vous aura apporté certaines réponses. Peut-être que ça vous aidera aussi à vous découvrir, à percer, à mettre un mot sur un mal que vous vivez, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère juste que cette vidéo vous sera utile, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse fort et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.